Bonjour, nous avons des nouvelles de Bruno. Rassurez-vous, il nous reviendra bientôt à l'antenne. En attendant, je poursuis l'intérim en compagnie de Michel Perrault, fin limier de l'aventure du roman policier et de la littérature policière en règle générale. Michel, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur français, cette fois-ci, Gaston Leroux, le célèbre créateur du personnage du non moins célèbre journaliste et enquêteur Rouletabille. Alors, comment est venue cette création ? Alors, Gaston Leroux, au départ, était avocat et il a exercé cette profession pendant 3 ans. Pendant cette période de 3 ans, pour améliorer ses finances, il a rédigé des comptes rendus de procès. Et il est devenu chroniqueur judiciaire pour le journal Le Matin. Le Matin, c'était le journal le plus influent de Paris à l'époque, et Leroux va suivre tous les grands procès des poseurs de bombes anarchistes. Sa première œuvre est publiée en feuilleton en 1903-1904. C'est La double vie de Théophraste Longuet. Alors, c'est pas policier, c'est fantastique, un peu étrange, puisqu'il fait revenir l'esprit du bandit Cartouche qui s'empare de Théophraste, et l'esprit de Cartouche va se manifester sans prévenir à la surprise de son entourage. C'est un Dr Jekyll et Mr Hyde, mais à l'insu de son plein gré. Exactement. Alors, il y a encore plus étrange, parce que dans la dernière partie de ce roman, il décrit un petit peuple qui vit dans les catacombes depuis plusieurs siècles, qui s'appelle les Talpas. Et le fait de vivre dans l'obscurité et à manger des rats, ça a quand même bien modifié leur morphologie, et on aurait du mal à reconnaître les hommes d'avant. Et alors, cette première œuvre est-elle couronnée de succès ? Non, heureusement. Non, le succès va survenir en 1908 avec Le mystère de la chambre jaune, qui voit en plus la naissance de Josephin, dit Rouletabille. Leroux avait d'abord pensé à l'appeler Boitabille, mais c'était déjà utilisé par un journaliste et donc il a changé. Alors Rouletabille, c'est un petit homme, toujours de bonne humeur, sa tête est toute ronde, il est rouge tomate, il est orphelin, et il est petit reporter pour le journal de l'époque. Ça évoque quelqu'un, ça, non ? Oui, oui. Hein. Et ça, qui ? Ça ressemblerait-il pas à un certain Tintin ? Ah, t'as gagné. Alors, Rouletabille est très doué pour résoudre les énigmes policières. Il a une logique méthodique. Il dit il faut trouver le bon bout de la raison. Alors, Le mystère de la chambre jaune, c'est un modèle de roman policier en chambre close. Et il a beaucoup inspiré Agatha Christie et John Dixon Carr, qui est le maître du genre. Voilà. Dans Le mystère de la chambre jaune, Mathilde, la fille du physicien Stangerson, est retrouvée dans un très mauvais état, dans une pièce dont la porte est fermée, dont les volets sont fermés, et on se demande comment l'agresseur a bien pu entrer. C'est Rouletabille qui va trouver la solution, bien sûr. Et puis, ce qui est amusant, c'est que c'est dans ce roman qu'on trouve la phrase célèbre et mystérieuse « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat ». C'est beau. C'est beau, hein ? Mais très mystérieux. Alors, les aventures de Rouletabille vont se dérouler ensuite sur 8 romans. Le parfum de la Dame en noir, en 1908, est la suite logique de La chambre jaune. Ce sont les mêmes personnages, mais cette fois-ci, ça se passe au bord de la Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que Rouletabille va retrouver ses souvenirs d'enfance avec le parfum de cette dame en noir qui lui rendait visite lorsqu'il était orphelin. Ensuite, il y aura Rouletabille chez le tsar, où il échappe de peu au tribunal révolutionnaire anarchiste, où il donne des conseils au tsar pour lui dire comment il faudrait faire pour que ça se passe bien, conseils qui n'ont pas dû être suivis. Les 2 romans suivants, Le Château Noir et Les étranges noces de Rouletabille, ont été réunis en fait sous le titre de Rouletabille à la guerre en 1916. Rouletabille est envoyé en Bulgarie pendant la guerre des Balkans. Il va affronter le bandit Golo,
dans son repère de Caracoulé. Ça ne s'invente pas, ça, des noms pareils. Hein. Il y allait pour une bonne cause aussi. Hein. Il allait rejoindre... la femme qu'il aime, Ivana. Comme quoi, des fois, la guerre a des raisons que la raison ignore. Après, on le retrouve chez les Krupp. On le retrouve chez les Krupp. Alors là, c'est pas du tout un roman policier, c'est un roman d'espionnage. Il est envoyé en Allemagne pour exfiltrer un savant qui avait été enlevé par les Allemands. Et au passage, il sauve Paris de la destruction. Heureusement, on l'échappe pas mal. C'est bien, c'est bien. Il y a eu le crime de Rouletabille en 1921. Là, il renoue avec le genre policier. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, bien sûr. C'est le meurtre d'un célèbre professeur et de sa femme. Le dernier roman, le dernier Rouletabille et le Bohémien, est particulier parce qu'il est sorti à la fois sous la forme de roman et sous la forme d'épisodes au cinéma. Gaston Leroux avait fondé la société Ciné-Roman avec René Navarre, qui avait filmé Fantomas, et André Bernède, qui avait filmé Belphégor. Et donc ce dernier chapitre d'aventure de Rouletabille va sortir donc en 10 épisodes en 1922, à la fois en roman et au cinéma. Et bien entendu, plus tard, d'autres se sont emparés de ce personnage de Rouletabille. En bande dessinée, bien sûr, mais surtout, au cinéma, où Le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir va être adapté d'abord par Maurice Tourneur, puis par Marcel L'Herbier, et enfin, en 2003-2005, par les frères Podalides. Alors, Gaston Leroux, c'est pas seulement Rouletabille. Et non, c'est aussi Le fantôme de l'opéra, qui est peut-être plus connu que Rouletabille, qui a été publié en 1910. Alors, Le fantôme de l'opéra, on se demande qu'est-ce qui se passe à l'opéra à un moment donné, puisqu'il y a un grand lustre qui s'effondre sur la foule, il y a un machiniste qui est retrouvé pendu, il y a la diva Christine Daae qui interprète Marguerite dans Le Faust de Gounod. Tiens, encore. Oui. Qui entend chaque nuit une voix qui l'appelle. Et tout ça, c'est la faute d'Éric, le fantôme défiguré, qui s'est réfugié dans les souterrains pour composer une œuvre lyrique. T'es pas avec tes talpasses. Ça a été adapté de très nombreuses fois au cinéma. Et il y a une version parodique que j'aime bien. C'est la version de Brian De Palma, en 1974. C'est Phantom of the Paradise, avec la musique de Paul Williams. Là, je te vois te faire la tête. Et puis, c'est aussi une comédie musicale. C'est la comédie d'Andrew Lloyd Webber, qui a fait les beaux soirs des théâtres du West End et de Broadway. Particulier, c'est qu'il a dû être annulé à Paris en raison de l'incendie du terreau de Mogador. On se demande si c'est pas la vengeance du fantôme. Mais allez donc savoir. Et puis un autre personnage célèbre aussi. Chéri Bibi. On voit qu'il est peut-être un peu moins célèbre quand même. Il a été célèbre, mais il ne l'est plus. Ouais. Chéri Bibi, c'est un ancien boucher qui a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été envoyé au bagne. À son retour, il est devenu un caïd de la pègre, mais il fait des efforts pour retrouver le droit chemin. Tous ses efforts pour être honnête échouent, et il s'écrie à chaque fois « Fatalitas ». Alors, il y a eu les premières aventures de Chéri Bibi qui ont été publiées en 1913. La Nouvelle Aurore, en 1918, c'est à la fois un film de René Navarre et en feuilleton. Et le dernier épisode, Le coup d'état de Chéri Bibi, date de 1925. Il y a eu un film qui a été tiré de Chéri Bibi par Léon Matteau. Et il y a quand même des bons acteurs puisqu'il y avait Pierre Freinet, Jean-Pierre Aumont et Marcel Dalliot. Bien, merci. Il y avait d'autres adaptations aussi, je crois, en feuilleton télévisé, il me semble, oui, de Chéri Bibi et de Rouletabille. Merci encore pour toutes ces lumières et à une prochaine rencontre. À la prochaine. Emmanuel.